Bonjour Stéphane, Salut Véronique, comment tu vas? ça va bien? Ben, moi, écoute, parfaitement. Je suis installé il y a 6 semaines, hein, comme tout le monde, et puis ça me permet de reprendre des bouquins que j'avais pas lus depuis longtemps sur le vin, d'autres que j'avais lus, mais je me souvenais plus, d'incorporer aussi des infos dans les cours. Et donc, Ah bah, ça fait du temps pour ça, tant mieux, hein. écoute, c'est très bien parce que ça permet de faire le lien. Donc on est là réunis tous les deux aujourd'hui pour faire un cours d'initiation à la dégustation, puisque Ouais, tu es quand même le principal intervenant de la mention complémentaire sommellerie qu'on propose au campus du Lac en c'est alternance. ça, Donc je vais exactement. avoir une joie immense de partager un petit moment avec toi et tu vas me guider Ouais, dans la dégustation. Donc je me suis équipée. très Là, bien, je, c'est la matière première, il en faut. Voilà. Je sens déjà plein de jalousie autour de cette petite vidéo, mais c'est pas grave, hein, on va faire avec. Donc, le vin, c'est les 3 P, hein, c'est produit, place, plaisir. Donc, C'est ça. le plaisir de connaître le vin, de le partager dans une situation qui somme toute agréable, et puis avec des gens qu'on apprécie, ben, le goût du vin, il est là. Pour Bah moi, écoute, c'est la base. là je vais m'apprécier toute seule, hein, parce que je vais l'ouvrir toute seule. D'accord, donc déjà, je vois que tu l'ouvres, mais Bah bon, regarde, là, déjà, c'est pas bien. C'est quoi pas c'est pas bien. bien? On l'ouvre Pourquoi? pas, on l'ouvre pas par-dessus le petit renfort en haut de la Ah, bouteille. c'est ici, non? Voilà, voilà. À l'origine, ça s'ouvrait plutôt au milieu de la bague, mais à l'époque, on avait plutôt des capsules en étain qui étaient plus épaisses, plus facilement dirigeables, on va dire, dans la régularité du coup de lame. Aujourd'hui, on coupe en dessous, à l'examen, c'est plutôt en dessous. Au-dessus, ben, le vin va venir lécher cette bordure et peut-être récupérer des éléments pas forcément agréables dans le vin, pas forcément très hygiéniques non plus, donc on coupe en dessous, c'est mieux. Bah écoute, en tout cas, Ensuite, oui, ouais, ouais, je savais pas, tu vois, tu tu vas m'apprends te quelque chose. servir de la petite vrille, tu vas bien planter au milieu du bouchon, pour que ça vienne sur les bords, et surtout, il ne faut pas traverser le bouchon, donc tu vas t'arrêter au moment de la dernière vrille. Normalement, les bouchons de qualité sont de la longueur, hop, voilà, pas plus, plus. Sinon, tu risques de traverser le bouchon et mettre du liège au fond. Voilà, tu le décolles un petit peu comme ça. Le but, Attends, remonte ton levier je vais à remonter, l'ancienne. je vais remonter mon levier. Déjà, il faut que je trouve ma position parce que là, c'est vrai que je suis pas très C'est vrai que c'est plus confortable. facile debout. C'est plus Ouais, ouais. facile debout. Débloquer avec le levier intermédiaire et puis après tu finis avec la base de ton levier tout en gardant le bouchon bien droit. Parfait. Pas de bruit. On finit délicatement à la main. Magnifique. Le bouchon n'a pas cassé. Tu as vu que ta vrille n'a pas traversé. Tout à fait. Hein. Ouais. Donc, normalement, c'est 51-53 mm la longueur d'un bouchon de qualité, hein. Donc après, bah, tu vas te servir un petit peu. Alors, tu as prévu t'as ton stop goût. Bon, On en fait on quoi? s'en sert, c'est vrai, on fait de l'analyse sensorielle parce que c'est une situation où on n'est pas forcément à côté du client. On va servir, des doses dans des verres un peu plus petits. Donc, c'est vrai qu'on peut s'en servir pour l'analyse sensorielle. Au restaurant, c'est pas encore dans les mœurs. D'accord. Ça peut peut-être se trouver, mais c'est pas encore dans les mœurs C'est vrai d'utiliser que ce. c'est quand même très pratique, hein. Le but, c'est de pas mettre des petites gouttes à côté, et puis surtout, tu es assis, donc c'est plus difficile à servir. Oui, Il y a une gestuelle qui est plus pratique quand on est debout. bien Donc tu sûr. vas t'en servir, et tu vas pas t'en servir. Alors fais voir ton verre. Je vois pas bien, voilà. Donc là, c'est un grand verre, hein, c'est des jolis verres pour goûter le vin. Le but, c'est pas forcément d'en mettre beaucoup, tu vas en mettre de façon à être au plus large de ce qu'on appelle la paraison du verre, c'est-à-dire la partie qui sera la plus large pour qu'il y ait un maximum d'oxydation, de l'impact de l'oxygène. Quand on est en analyse sensorielle, on va utiliser ce qu'on appelle des verres INAO, qui sont, voilà, très bien, parfait, parfait. Parce qu'après, dans la dégustation, c'est un D'accord. impact cette partie-là. Nous, c'est vrai qu'on utilise des verres INAO, c'est-à-dire des verres qui sont référencés pour tout ce qui est pour dégustation officielle. Moi, je dirais que l'idéal, c'est d'avoir, si on veut faire de l'analyse sensorielle un peu technique, d'avoir toujours le même verre. Comme ça, on compare avec
Les mêmes même bases. support, et voilà, on a toujours les mêmes bases. D'accord. Il y a un sommelier qui s'appelle Olivier Poussier, il est peut-être sponsorisé aussi, hein, je ne sais pas, mais il a toujours le même verre, une petite mallette avec un verre spécial vin blanc, un verre spécial vin rouge, et il goûte ses vins toujours avec le même, comme ça, sa base de dégustation est la même. Ok. Alors On là, compare ce qui est comparable. j'ai servi mon vin, donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le remue maintenant ou est-ce que j'attends? Ah, Qu'est-ce que je fais? surtout pas, surtout pas, surtout pas. Ok, je Euh, bouge pas. Est-ce que tu sais les trois sens qu'on va utiliser principalement? Bah alors la vue, l'odorat L'odorat, le et le nez goût. et le goût. Et le goût, On peut d'accord. toucher aussi. Euh, tu as raison, il y aura le sens tactile en bouche. Hein. Il y en a même, on pourrait dire l'auditif aussi. D'accord. Beaucoup moins, mais l'auditif, tu t'en es servi forcément le jour où tu as ouvert une bouteille de vin effervescent, et puis tu l'as gardé pour le lendemain. L'époque où l'effervescence n'était plus la même, C'est vrai. c'est ton sens de l'audition qui a su analyser qu'il y avait peut-être un problème de C'est qualité. vrai. C'est vrai. L'ambiance en général jouait aussi sur l'analyse sensorielle. C'est pour ça que goûter un vin toujours dans les mêmes conditions, c'est très difficile. Ça ne sera jamais dans les mêmes conditions et ça aura une variante. La lumière, l'air ambiant, les gens autour de toi, le bruit. Voilà, il y a différentes conditions. Donc comparer toujours un même produit dans les mêmes situations, c'est impossible. Mais bon. Donc ça joue. Alors, Donc qu'est-ce que je fais? effectivement, la première partie, ça va être la plus facile, c'est celle que tout le monde apprécie, c'est la partie visuelle. La partie visuelle, l'œil, on s'en sert tous les jours, on analyse tous les jours. Et donc, pour déguster ce vin, tu vas commencer par regarder sa robe, on va dire, avec la couleur. Et notamment, la couleur, on va l'apprécier de deux façons, la teinte et l'intensité. D'accord. Donc, Est-ce que je dois la me mettre sur teinte, un fond blanc ou un fond... c'est mieux. Un fond blanc? Tu vas pencher à 45 degrés ton verre Ouais. au-dessus d'un fond blanc et exactement comme ça. Et ton vin rouge, tu vas regarder au travers et tu vas regarder plutôt le centre puis l'extérieur. D'accord. Bon, plutôt un vin rouge et on va essayer de retrouver la nuance. Parce que en allant voir la frange du disque, c'est-à-dire la bordure extérieure de ton verre, là où c'est le moins épais, parce qu'au centre, ça risque d'être plus sombre et plus délicat à observer. Et tu vas regarder si tu es plutôt sur des tendances violettes, violacées, ou alors plutôt sur le rouge, voire aller sur l'orangé et pour finir sur le rouille. Alors, on est sur du violacé, là, sans hésitation. Voilà. Donc ça peut te donner une indication sur l'évolution de ton vin, c'est-à-dire quel âge théorique il pourrait avoir. Je suis assez prudent là-dessus, parce qu'on ne va pas pouvoir donner un millésime ou un âge très précis, étant donné qu'un vin, il est fabriqué en fonction de ce que l'on veut en obtenir. Si on veut le boire jeune, oui, il aura des arômes violacés pendant 1 an, peut-être 2, et puis au bout de 3 mois. Si vous avez un grand Margaux, un grand Pomerol, un grand un cru du Haut-Médoc, le violacé va durer 5 ans, 6 ans, et donc ne sera pas sur la même équivalence de temps d'évolution. Mais là, tu as raison, parce que, comme je t'ai dit, les violacés, c'est un vin normalement qui a pour but d'être bu rapidement et jeune. Voilà, donc il faut vraiment comprendre que le vin, il va être fait en fonction de ce que l'on veut en obtenir. Est-ce qu'on veut obtenir un vin à boire jeune, un vin à laisser évoluer, un vin pour un marché de jeunes consommateurs, de consommateurs plus avertis? C'est aussi une part de la connaissance du vin qui est importante quand on achète une bouteille, savoir ce que l'on peut faire. Un vin, on peut le garder, c'est pas forcément un vin qui va devenir bon. Voilà. Vous l'achetez, il doit être bu. Donc là, c'est une première indication. Tu vas regarder aussi son intensité, c'est-à-dire l'intensité du vin, toujours en penchant ton verre à 45 degrés, comme tu faisais avant, sur un fond blanc. À partir de quel moment tu vois à travers? En gros, tu mets ton doigt ou un stylo derrière, et est-ce que tu as la capacité à voir à travers? Et en gros, ça va devenir plus intense vers le centre, pour s'atténuer vers l'extérieur. Et des vins très intenses, très soutenus, très profonds, même sur la frange du disque, tu auras du mal à voir à travers. Ça va donner aussi une indication, peut-être sur le terroir, peut-être sur le millésime, peut-être sur le cépage, peut-être sur la vinification, peut-être sur l'évolution.
chaque fois, dans ton analyse, tu suggères des idées, mais tu n'en conclus pas de vérité. Ça va être avec la phase visuelle, olfactive, gustative que tu vas affiner ton propos. Une chose qui amuse beaucoup aussi, ce sont les larmes. Les larmes, tu vas napper, mais délicatement, le vin sur les parois de ton verre. C'est trop violent, là. Il faut vraiment que c'est le verre qui penche. Voilà. D'accord? Ouais. Et les larmes, elles vont se déposer sur la surface de ton verre. Ah oui. Alors souvent, les larmes, on entend, c'est glycérol, c'est des choses comme ça. C'est un petit peu technique. Les larmes, c'est une combinaison entre la tension de l'eau, l'évaporation de l'alcool. Elles sont un petit peu colorées, non? Je sais pas. Non, elles sont pas colorées, mais par contre, on les non. voit très très bien. Ouais, elles sont épaisses. Donc les larmes, on va définir si elles sont présentes ou pas, si elles sont fines ou épaisses, si elles s'écoulent lentement ou elles sont épaisses, doucement. elles s'écoulent lentement. Voilà, donc ça peut te donner des indications sur la structure du vin, peut-être la présence d'alcool ou pas. Le sucre, c'est encore autre chose. C'est un élément qui va modifier cette perception-là, mais tu vois que tu n'as pas de sucre dans ton vin. Il n'existe pas de vin sucré proprement dit en France. Hein. Dans le terme légal du vin, il y a des vins doux naturels, mais c'est autre chose. Mais il n'existe pas de vin sucré, tu n'as pas de sucre dans ton vin, et c'est pourtant c'est pourtant des larmes très nappantes, qui vont napper la paroi du verre, qui vont être lentes. Donc, ça, c'est un mélange, ça s'appelle marangonie. D'accord. Personne qui a découvert ça. Et c'est un mélange entre la tension de l'eau, l'évaporation de l'alcool et la capillarité. Et plus il y a d'alcool et plus le vin restera nappant. Et l'alcool, c'est plutôt l'éthanol, le glycérol qui peut jouer aussi dessus, ou beaucoup dans les vins sucrés. Okay. On ça un petit peu peu. Voilà. Après. Alors tout ce qu'on vient de dire déjà en pas mal de temps, la phase visuelle, c'est 30 secondes. D'accord. C'est pas celui qui nous intéresse le plus. Donc c'est lequel? Ça peut nous donner quelques informations, mais à vérifier. Effectivement, le nez, donc le nez, premièrement, tu vas mettre ton nez doucement au-dessus et puis tu vas essayer de voir s'il y a quelque chose qui te rebute. Tu vas voir si le vin il est net ou s'il y a un défaut. Il n'y a pas de défaut, il est net. Il est consolable, donc pas de problème. Ensuite, souvent, quand les gens mettent le nez sur le vin, ils sont attirés par le fait qu'ils veulent donner des arômes. C'est souvent l'aromatique qui vient en premier. Nous, on va plutôt chercher l'intensité, la qualité des arômes, dans un premier temps, sans remuer, bien sûr. Donc, est-ce que tes arômes, quand tu as ouvert la bouteille, tu les as sentis facilement? Est-ce que, au contraire, tu es obligé d'aller chercher et mettre le nez au fond du verre pour les détecter? Tu les sens facilement. Tu les sens facilement. Donc déjà, ça va te donner une indication sur les arômes. Ils sont peut-être fermés, ouverts, intenses, très, très évocateurs. Donner à chaque fois une échelle de graduation du minimum au maximum pour tout ce que tu vas analyser. Ensuite, ces arômes, est-ce qu'ils te paraissent plutôt faciles à comprendre, gourmands, ou assez complexes et il y a des choses qui a du mal à les détecter. Je reviendrai après sur les arômes, mais est-ce que tu as une petite expérience, tu as peut-être bu un grand vin un jour, et puis ce grand vin, c'était très précis, très fin, à chaque fois que tu y allais, alors que là, c'est évident pour toi. Ah non, là, c'est évident. Là. C'est évident, d'accord. Donc, généralement, on va déterminer si on est plutôt en présence d'un vin sur la simplicité, sur la complexité. Simplicité, souvent, c'est quelque chose qui est mal compris. Un vin simple, c'est pas un mauvais vin. C'est un vin qui est fait pour être simple, pour être gourmand, pour être bu rapidement, entre copains, avec un plat d'été ou un plat un peu rustique. Voilà. Il faut que le produit corresponde à ta situation. Et ce vin-là, si tu me dis c'est un vin qui est sur la simplicité, les arômes, généralement les arômes que l'on recherche, ce qu'on appelle les arômes primaires, secondaires, ce sont les arômes de fruits, de fleurs et de temps en temps un petit peu les épices ou la minéralité. Ce sont les premiers arômes que l'on recherche. Il faut savoir que le vin, c'est du raisin. Le raisin, c'est un fruit, donc le reste, c'est pas ce qu'on attend. On attend du fruit dans un vin. Donc, est-ce que, après, pour rechercher les arômes, tu te fais une espèce d'entonnoir. Est-ce que tu détectes des arômes de fruits, de fleurs, d'épices?
Ensuite, est-ce que tes arômes de fruits, c'est plutôt le fruit rouge, le fruit noir, le fruit à noyau, le fruit à pépins? Tu vois, tu te fais. Alors au début, c'est un peu rébarbatif, hein. Tu t'alignes toutes les suppositions et tu dis oui, non à chaque fois. Mais quand même, avant ça, Stéphane, tu m'ôteras Mmh. pas, de l'idée qu'il faut quand même entraîner ton nez à sentir des odeurs parce que tu as pas forcément le réflexe Alors, de dire: «Ah bah tiens, ça sent la c'est, groseille, ça sent le raisin». Il faut que tu ça sois va même plus habitué. loin que ça. Ça va même pas que. Le cheminement, c'est quoi? C'est un stimulus, il faut que tu amènes à un mot. Oui, Moi, c'est souvent ce que je m'évertue à faire dans les dégustations, c'est faire comprendre aux gens que tout le monde a raison et qu'il faut s'entraîner. ouais, c'est ça. Pour s'entraîner, ben, il faut comparer. Un meilleur sommelier du monde, pour s'entraîner au concours de meilleur sommelier du monde, c'est 12 à 13 000 vins. Oh, Voilà. ouais, Et OK. déguster, hein, il les boit pas. Il déguste, donc il prend des Quel notes, dommage! il recrache. Eh ouais, ouais. Non, je D'accord? rigole. Donc ça veut dire que pour rassurer les gens, parce que moi mes élèves, ça va de 18 ans à 25, 26 ans, donc ils ont chacun une expérience du vocabulaire différent, et il faut que je les rassure, parce que le jour de l'examen, c'est pas moi qui goûte. Moi, face à eux, je goûte rarement. Je donne rarement mon avis, parce que tout le monde attend ça, mais c'est à eux de s'exprimer. Bien sûr. J'avais un prof à la fac d'œnologie, il disait arrêtez de sentir, notez. D'accord. Notez, exprimez, Ouais. dites ce que vous sentez. Bah, on les C'est là voit, hein, qu'il y dans a, les y a moins de dégustations, monde. ils notent directement. Ils sont toujours en train de noter, Bien ouais. sûr, Ah ouais. c'est le but, c'est le but. Il faut savoir que plus tu sens, moins tu sens. Tu as déjà dû vivre ça dans une salle de cours. À 2 heures de cours, tu sors de la pièce pour aller je ne sais où et tu reviens. Ah bah oui, Ton nez avait éliminé toutes les arômes ambiants. Donc plus tu sens, moins tu sens. d'accord. Ouais, c'est vrai, Donc c'est vrai. c'est plein d'éléments physiologiques. On a des seuils de détection, des seuils de reconnaissance qui sont différents en fonction de chacun. Une même molécule détectée à une certaine intensité va te donner un arôme de pamplemousse, et la même molécule à une autre intensité va te donner un arôme de pipi de chat. Ouais, Il y en a un qui va dire que c'est aromatique et c'est fruité, l'autre qui va dire qu'il y a un défaut. ouais. Pourtant, tout le monde a raison. Mmh. C'est assez technique la dégustation. C'est pour ça que l'aromatique, c'est très subjectif. Phase olfactive, il faut que tu Ah, remues ah maintenant. bah voilà, c'est ça. Voilà. Mais là, Alors je peux y l'intérêt aller, de le là. faire tourner, alors là, tu vas remettre ton nez dessus et tu vas essayer de voir si les arômes sont toujours aussi intenses, s'ils sont toujours qualitatifs, s'il y en a d'autres qui sont venus, peut-être des arômes. Alors, ce qu'on parle de bouquet d'évolution, bouquet aromatique, ça va être des arômes dus à l'élevage, l'évolution, Mmh. ou à l'élevage, pardon, et l'évolution, excuse-moi. Les arômes tertiaires, ça va être ou l'élevage en fût de chêne, ou des arômes tertiaires. C'est-à-dire que le vin, il a évolué. Et ton curseur, je reviens aux arômes, il est toujours un peu de la même façon. C'est-à-dire que tu vas dire, est-ce que je ressens des arômes de fruits, de fruité, plutôt rouge, noir, fruits à noyau, ainsi de suite. Ensuite, est-ce que j'ai plutôt des fruits frais, comme si je venais de les cueillir, des fruits mûrs? Je fais passer une sensation, en fin de compte. D'accord. Des fruits rôtis, des fruits Ouais. confits. D'accord? Tu as toujours cette graduation. Et à la fin, bah, tu vas commencer à mettre des noms de fruits ou, sur ces mots. Et tu vas dire, bah, c'est la fraise. Et puis si tu vas plutôt faire de l'œnologie ou en fac d'œnologie, la fraise, bah, on va te dire quelle molécule c'est, bah, je crois que c'est de mémoire le furanéol. Voilà, ton entonnoir, il peut aller jusque-là. D'accord, C'est OK. enfin, c'est tout un jeu de questionnement, question-réponse, oui, non. Est-ce que je ressens ça? Oui, non. Mmh. Après, ben, plus tu t'entraînes, forcément, plus tu vas vite à Ouais. faire ça pour le comprendre. Ensuite, la phase gustative, la plus dure. La phase gustative, parce que chacun d'entre nous, quand on met quelque chose en bouche, on ne prend pas le temps d'analyser ce qu'on mange. On dit, c'est l'hédonisme, hein, toujours, Ouais. j'aime pas, Mmh. c'est bon, mais analyser ce qui se passe dans notre bouche, c'est un exercice difficile. Donc quand tu vas le mettre en bouche, il faut que tu te concentres pendant à peu près 10-15 secondes. Et 2-3 premières secondes, ça va être l'attaque. Mmh. 3 à 7-8 secondes, ça va être le milieu de bouche. Mmh. Et puis la finale, au moment où tu vas recracher. Et au moment où tu vas recracher, là encore, tu dois rester concentré. Et pendant cette étape-là, il faut que tu analyses l'équilibre. Alors l'équilibre du vin, bah, ça va être un équilibre entre l'acidité, l'éthanol, l'amertume, et puis le sucre s'il y en avait, l'amertume, pardon, les arômes et l'alcool. Je fais un exercice où je démontre que l'alcool à 30% dans de l'eau
à une sensation un peu douce, alors qu'à X%, c'est agressif et Ouais. brûlant. Donc, cet équilibre-là. Et pareil, tu te fais un curseur. Est-ce qu'on est plutôt sur la fraîcheur, l'équilibre, la douceur? Ensuite, qu'est-ce qui va t'arriver au bout de 3-4 secondes? Est-ce que c'est plutôt très aromatique? Est-ce que tu auras plutôt les tanins? Alors, les tanins, il faut vraiment aller faire une machine à laver dans le verre. Les gencives devant, des têtes, les joues, la langue, l'alcool, au niveau de la structure humaine, l'alcool, est-ce que tu le ressens là ou est-ce que ça monte en bouche? D'accord? C'est toutes ces sensations-là qui vont te donner des niveaux de puissance. Tout ça, on va appeler ça la structure de ton vin. Et si ton vin il est très structuré, ben, tous les éléments pour qu'il soit bien équilibré, ils doivent être au même curseur. C'est-à-dire qu'un vin va être des fois très acide et tu ne vas pas t'en rendre compte parce qu'en face, il va y avoir des éléments pour équilibrer tout ça. C'est cet exercice-là qu'il faut arriver à déterminer la quantité de tanins. Est-ce qu'ils sont présents, oui ou non? Ouais. Est-ce qu'ils sont fins ou grossiers? Est-ce qu'ils sont agréables ou désagréables? Donc après, ben, c'est la sensation d'astringence, on appelle ça, qui va rendre la bouche un peu râpée, un peu râpeuse. Et en face de ça, est-ce que l'alcool apporte quelque chose qui va contrer ces éléments-là, qui va enrober la bouche? Est-ce que tu la ressens encore en bouche ayant recraché? Est-ce que l'aromatique, tu retrouves ces arômes plutôt fruités ou tu as autre chose derrière? On va appeler ça la persistance aromatique intense, la longueur en bouche. Et on dit que plus un vin est long en bouche, plus il est de qualité. Hein, on refait le monde. Hein. Un vieux fauteuil club, une cheminée, le bon verre de vin, puis on refait le monde à partir de ça. Mais encore une fois, on va chercher le vin qui va correspondre à une situation. Si ton vin, c'est un vin plutôt pour manger une belle entrecôte au barbecue, faite au sarment de vigne, avec un os à moelle dessus, des pommes de terre grenaille au gros sel et au thym, hein, tu prendras beaucoup plus de plaisir avec le vin que tu as actuellement que d'essayer de refaire le monde le soir à tomber de la nuit. C'est personnel. D'accord? Et puis, alors moi je sais que la phase gustative, je la fais en 2 fois, parce que techniquement, ben, il y a plein d'éléments à détecter et j'ai besoin de je fais plutôt attaque milieu final, longueur en bouche avec l'équilibre, puis après je reviens pour faire les tanins, pour faire l'alcool, le sucre s'il y en a, l'acidité aussi. L'acidité, ça va donner de la salive en bouche, ça peut avoir un côté salivant, mais je tiens à faire une parenthèse, ça commence à se savoir que le schéma de la langue avec le sucre, l'acide, la mer, j'ai pas dit, chacun est différent. C'est un dessin qui est faux, ça. Chacun a des perceptions différentes, pareil, des intensités. Quand tu vas mettre en bouche aussi, tu vas faire rentrer un petit filet d'air, mais des fois, c'est ma vision de la chose. Hein. Certains font rentrer beaucoup, mais ce qu'il y a, c'est qu'à chaque fois que tu vas faire rentrer de l'air, c'est nécessaire pour les arômes parce que ce sont des arômes volatiles, hein, et que tu vas avoir besoin de rendre tout ça un petit peu exubérant en bouche. Et plus t'en mets, ben, plus ça modifie la perception. Donc moi, je suis pas partisan de faire rentrer beaucoup d'air. Donc on va grumer ce vin là, comme ça. Ouais. Et puis on va le mâcher aussi. Ouais. C'est-à-dire que tu vas le mâcher, ça va te faire saliver. La salive, c'est ce qui détecte les saveurs. Hein, il y a les arômes et les saveurs. Et le goût du vin, l'ensemble de ces deux éléments. Il y en a qui appellent ça les flaveurs des fois. Et en plus, le fait de mâcher va modifier la cage, le volume de ta bouche. Et je reviens à la phase olfactive que tu as fait tout à l'heure. La phase olfactive, tu as la voix directe, orthonasale, et puis tu as la voix indirecte, rétronasale. Tout le monde l'a découvert ça quand il était malade. Les aliments n'ont plus le même goût quand tu as ton nez bouché. Bien sûr. Parce que ça passe par derrière, ça va rejoindre le bulbe olfactif qui est derrière. Donc tu as une phase olfactive en bouche aussi. Tu as aussi un sens qui joue, c'est le nerf trijumeau. C'est le sens qui est plus chimique et tactile. C'est un sens qui relie la bouche, le nez et les yeux. L'exemple que je donne à chaque fois, c'est la moutarde très forte, très piquante. Et puis bah, ça te remonte par le nez et des fois ça te fait pleurer. Ouais. C'est ce qu'on appelle une sensation trigéminale. C'est le nerf trijumeau. 3 fois la même chose, quoi.
qui détecte ça. C'est une autre sensation. Voilà. Et puis, quand tu as goûté tout ça, là, on est vraiment dans le technique, hein, mais il faut savoir que soit tu peux prendre du plaisir à table entre amis, et que certains vont déguster pour acheter des millions de bouteilles ou des millions d'hectolitres. Donc, ça peut être un travail qui peut amener à avoir des décisions assez importantes. Donc, voilà, moi, je fais plus une dégustation de sommelier. Hein, la dégustation de sommelier, ça va plutôt être une dégustation d'achat de vin, va correspondre au type de restaurant ou de cave que j'ai. Est-ce que j'ai besoin de vin de garde? Si mon restaurant, c'est un restaurant de produits de la mer, je vais plutôt m'axer sur les vins blancs ou des vins peut-être, pour certains poissons, moins tanniques, plus goulayants. Et si j'ai besoin de produits plus nobles dans les restaurants gastronomiques, je vais viser un autre type de vin. Donc les dégustations d'achat sont conditionnées pour moi à ce que j'en ai besoin. Ensuite, je vais avoir une dégustation de vente. C'est-à-dire que tout ce qu'on vient de faire, le client, il n'est pas forcément spécialiste, il n'est pas forcément connaisseur, il n'a pas forcément envie d'entendre ces éléments techniques. Donc là, je vais rechercher plutôt des éléments qui vont permettre de déclencher la vente auprès du client, qui souvent sont autres que le vin. On va parler plus de géographie, de classement, de sensations gustatives que d'arômes ou de choses comme ça. Et nous, on a la chance de devoir vendre les vins avec un mets, avec un plat, et c'est quand même plus facile. Où les gens prennent du plaisir normalement quand ils viennent au restaurant, et il y a cet aspect-là qui facilite la chose dans la vente du vin, et qui justifie le travail du sommelier. Pareil, on retrouve qui avait disparu. J'ai travaillé dans les macarons Michelin où il n'y avait pas de sommelier. C'est pourtant une vente additionnelle, donc ça fait vivre la boutique, hein, surtout dans un peu difficile. Bon, il n'y a pas de clients, mais quand ils sont là, faut tout mettre en place pour leur donner du plaisir et qu'ils soient contents de. Bon, si ça va être apprécié, mais soient contents de nous donner de l'argent. Ouais. Avec le sourire parce qu'ils ont pris un bon moment, que le vin, on peut très bien le poser sur la table, l'ouvrir, mais on peut en faire beaucoup plus. La communication, hein, surtout la communication directe, et dans une époque de réseaux sociaux, mais là on est en face à face avec le client, donc on ne peut pas s'échapper, c'est un instantané, c'est pas j'envoie et je quitte le réseau. Là, non, on est face aux gens, il faut trouver les bons mots tout de suite et avoir la réponse à ce qu'ils attendent, hein, la recherche des besoins du client. C'est ça. Donc après, cette analyse que tu viens de faire, tu peux en déduire comment il faut le servir, est-ce qu'il faut le carafer, le décanter, est-ce qu'il faut l'ouvrir avant, avec quoi on l'associerait, pourquoi. Ça, c'est infini. Moi, j'adore le vin parce que on parle d'histoire, de géographie, de chimie, de physiologie, de restauration, qui est mon premier métier. J'adore tous ces éléments-là. Et l'année de mention sommellerie est un peu courte. Parler de tout ça. Ouais, écoute, ça va être le point final. Stéphane, je te remercie beaucoup pour ce cours de dégustation. Et j'espère que ça donnera envie aux futurs apprenants de rejoindre le campus et la mention complémentaire sommellerie. Je te dis au revoir et une bonne fin de confinement. À très vite, Véronique. À très vite, au revoir. Au revoir. Ciao.